je ne vous ai pas présenté, mais vous êtes infirmier anesthésiste rattaché au CHU de Rennes et actuellement doctorant en psychologie sociale. Merci, c'est exactement ça. Je m'occupe du... Voilà. Super, merci. Hop là. Et voilà. Voilà, bonsoir. Merci d'être venu. Non, mais c'est la fin de journée, il fallait aller vite. Un stade où tout le monde est fatigué, même les micros tout à l'heure. Donc, allez, puisqu'il est question de fatigue, on va parler de fatigue de compassion. Juste pour resituer, effectivement, donc je crois que c'est ça pour revenir en arrière. Moi, je ne suis pas de la néonate. Par contre, donc, merci de m'accueillir dans votre univers. Et je m'intéresse beaucoup et peut-être que c'est un regard extérieur que je vous propose. Initialement, moi, j'œuvre actuellement plutôt dans l'univers des soins palliatifs, adultes et pédiatriques d'ailleurs. Et je pensais à réaliser cette étude dans cet univers-là. Or, il se trouve que la fatigue de compassion, contrairement à ce que je pouvais imaginer au départ, en fait, ce n'est pas forcément dans l'univers des soins palliatifs qu'elle est, semble-t-il, la plus prévalente, enfin, la prédominante en tout cas, et qu'il y a bien d'autres domaines dans lesquels elle est présente. Et quand je suis allé rencontrer le professeur Pladis à Rennes pour lui parler de l'idée d'aller rencontrer des équipes, notamment des mato-oncopédiatriques, il m'a dit, ouais, ok, mais allez voir les équipes de réanéonat et voyez, observez leur réalité. Et, et voilà, je suis là pour parler de la fatigue de compassion. Alors, hop là, pardon, c'est ça. Voilà, ça y est. Oui, la prévalence, elle est élevée de cette fatigue de compassion, on va la détailler juste après. Dans la profession infirmière, c'est documenté que ce phénomène de fatigue de compassion a un impact direct en fait sur la qualité de vie au travail et bien sûr directement et indirectement sur la qualité des soins. Et comme vous le savez, dans le contexte actuel aussi, ça peut aller jusqu'au désir de quitter la profession. Et il y a des publications, notamment celle de Wong, qui montrent bien que les infirmières de réanimation néonatale sont particulièrement exposées à la fatigue de compassion. Alors, c'est quoi ce truc, la fatigue de compassion? En fait, il y a deux champs, on va dire. Ça date des années 90. En 92, Anna Johnson, elle décrit ça comme une conséquence négative du contact prolongé avec la souffrance d'autrui, de notre personne. Donc, on est synthétique ici. Et puis, Figelet, dans le champ de la psychotraumatologie, développe davantage le concept et décrit bien un sentiment d'épuisement physique, émotionnel, en lien avec le contact avec la souffrance d'une ou plusieurs personnes d'ailleurs, et qui est susceptible d'induire chez les professionnels de la relation d'aide. Donc, c'est particulièrement prégnant chez les soignants, mais ça peut être également le cas, pourquoi pas chez des juristes, des policiers, etc. Xavier, lui, il décrit ça aussi comme une érosion graduelle de notre empathie. Et c'est vrai que l'empathie, je viens là aussi pour passer à la fois message et info. L'empathie, c'est le premier pas vers la compassion. Et on verra après, comme Singer et Klimeki le dit, donc dans le champ des neurosciences, puisque on parle de fatigue de compassion. Vous verrez dans la littérature parler également d'usure de compassion. C'est la même chose, ça c'est en France. Et puis il y a des auteurs ou des autrices comme le Singer et Klimeki dans le champ des neurosciences qui, depuis 2014, parlent de détresse empathique. Et voilà. Et sans faire de mauvais jeu de mots, c'est vrai qu'encore une fois, l'empathie, c'est le premier pas vers la compassion. Et on pourrait dire que de l'empathie à la détresse empathique, il peut y avoir qu'un pas, parce que sans détailler, ça peut se passer très vite. Voilà. Il y a d'autres modèles théoriques, on ne va pas s'attarder dessus, vous aurez les diapos si ça vous intéresse. Il y a bien une modélisation qui a été faite par Figelet pour décrire le processus par lequel on peut partir de cette empathie et aller jusqu'à cette fatigue de compassion ou cette détresse empathique. Et puis, juste quand même un petit point d'arrêt sur ce modèle job demande ressources. C'est des modèles de psycho on va dire sur les explications sur la gestion du stress. Savoir que votre travail, je pense ne pas me tromper en disant qu'il est très exigeant, qui demande beaucoup physiquement, qui demande beaucoup mentalement, qui demande beaucoup émotionnellement. Et je crois même qu'on en a eu un aperçu à travers les, les exposés qu'on a pu, et j'y ai pas fait abstraction. Tout ça, bien sûr, génère des tensions, du stress, ça peut conduire à du burn-out. Le burn-out étant, on va dire, un cousin un petit peu de cette fatigue de compassion.
Et tout ça aussi demande des ressources. Des ressources, deux types de ressources, ça c'est important. Des ressources personnelles, celles dont on dispose, voilà, à la fois au travail, mais aussi dans notre vie personnelle. Et là aussi, un autre message, c'est que finalement, il n'y en a pas des frontières entre la vie personnelle et la vie au travail. Voilà, tout ça s'imbrique en fait. Et puis des ressources au travail, et les ressources au travail, on les trouve beaucoup dans le collectif, on les trouve beaucoup dans l'organisation, dans l'institution, dans la hiérarchie. Et ça, c'est très important, on en reparlera juste après. Et ça peut avoir des conséquences. Donc malheureusement, quand il s'agit de fatigue de compassion, ça altère directement notre santé. Il y a des enjeux, on l'a dit, on ne va pas trop s'attarder là-dessus, mais encore une fois, au niveau individuel ou un tiers individuel, c'est d'altérer la qualité, la sécurité des soins, la qualité de vie au travail. Et on verra qu'il ne faut pas galvauder ce terme. Attention aux effets pansements quand on parle de la qualité de vie au travail. Donc c'est pour moi que je dis ça, hein. Quand on propose des interventions, on n'est pas là pour vendre du rêve, on n'est pas là pour dire ouais, c'est bien, ça va tout résoudre. Non, c'est pas vrai. Ce que je vous propose là aujourd'hui, l'intervention, et quand on va parler spécifiquement d'hypnose, c'est un point particulier en fait. Et c'est évaluer l'efficacité d'une intervention dans le cadre de cette problématique-là. Mais bien évidemment, tout ça est complètement global. Il y a des gens à qui ça ne va pas correspondre, qui préféreront la méditation, autre chose, ou que sais-je, ou même aller fumer ou écouter de la musique. On a vu la musique, c'est super important. Et puis aussi, sans oublier tout le rôle du collectif, de la communication et de l'équipe. Et aussi, bien sûr, au niveau organisationnel, tout ça peut conduire à des événements indésirables, parfois très graves. Et vous le savez bien mieux que moi qu'on ne manipule pas un nouveau-né de moins d'un kilo comme un adulte. La marge d'erreur, elle est, on va dire, énorme et impardonnable. Euh, et donc, il faut absolument reconnaître cette problématique-là et soutenir les professionnels, ça c'est fondamental. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, il y a des stratégies de coping, ce qu'on appelle les stratégies de coping, c'est des stratégies d'adaptation individuelles qui sont, c'est par exemple justement faire du sport, la musique ou d'autres choses encore, la méditation, et qui ont été étudiées dans le cadre de la méta-analyse de Bresetti, eh bien, qui montrent évidemment un intérêt, qui montrent de l'efficacité, mais qui, en tout cas, dans cette revue de littérature n'a pas pu montrer de niveau de preuve suffisamment important pour dire que telle ou telle intervention elle est particulièrement mieux qu'une autre. Voilà. Plus récemment, c'est vrai que la méditation, c'est une intervention qui a été, on va dire, sérieusement étudiée, peut-être de plus en plus. On en parle beaucoup dans le domaine des soins, de la médecine, de la méditation. Et c'est celle qui, à ma connaissance aujourd'hui, rapporte le niveau de preuve le plus haut en termes d'intervention pour la gestion du stress en général d'ailleurs. Je parle bien chez les professionnels de santé, hein. Les recommandations du Green, professeur Zanatayeb vous en parlera bien mieux que moi juste après. Et puis l'hypnose, c'est vraiment une intervention qu'on souhaite évaluer parce que donc ça n'a pas été fait dans ce contexte-là, alors que c'est une pratique qui est de plus en plus répandue, qui bénéficie de niveaux de preuve, on va dire, de plus en plus importants, sérieux, mais en tout cas jamais étudié auprès et pour des professionnels de santé, et notamment en contexte de travail. Voilà. Et qu'on sait surtout que cette pratique, que certainement un certain nombre d'entre vous pratiquent, mobilise, s'appuie beaucoup à mobiliser les ressources personnelles de la personne. Donc c'est ça qui est vraiment intéressant là-dedans. Alors, ce que je vous propose là, ce sont des résultats intermédiaires du volet quantitatif dans le cadre d'une étude mixte. On a recueilli on va dire, la participation de 97 infirmières, infirmières DE, puéricultrices, d'unités de réanéonates, c'était vraiment des réanéonates, dans 6 centres du Grand Ouest de la France et à Paris. Donc, comme je vous le disais, là, c'est une étude pilote, multicentrique, avec des questionnaires type Lyme Survey, qui a bien sûr reçu un avis favorable du comité éthique de l'université, c'est obligatoire, avec un consentement, vous en doutez bien, libre, éclairé, et l'anonymat des participants. Ce qu'on a fait, c'est que on a utilisé deux questionnaires. Un que vous voyez sur votre gauche, qui est le Procol, alors dit 21, issu du Procol 5, qui est en fait bien sûr une échelle validée en anglais et en français et qui est fait référence en matière d'évaluation de la qualité de vie et principalement sur la thématique de la fatigue ou de la satisfaction, parce que ça existe aussi, de compassion. Et l'autre pendant, bien sûr, c'est de voir comment on réajoute, comment on mobilise les ressources. Et donc, il fallait évaluer un autre concept
à travers les capacités de résilience. Et donc, on a fait ce choix, pareil, de l'échelle validée de la Brief Resilience Scale, parce que, et en fait, et en plus, pardon, ces deux échelles-là sont assez courtes et faciles à utiliser. Pour mettre quelques chiffres rapides, tout ça, ça doit aussi s'analyser avec des données socio-démographiques et des données qui sont d'ailleurs pas exhaustives ici, mais qui prennent en compte aussi le contexte de travail, le contexte de vie, la santé des personnes, etc. Donc, ce qu'on propose aujourd'hui, donc on retrouve bien 97 personnes qui avaient en moyenne 34 ans, avec des écarts de 22 à 57 ans, qui avaient en moyenne à peu près 11 ans d'ancienneté, avec des écarts qui vont de quelques mois à 34 ans. Donc c'est bien, c'est bon signe, ça veut dire qu'on peut durer dans la profession. Avec de l'ancienneté dans l'unité un petit peu moins importante, mais 8 ans. Je crois que 8 ans aujourd'hui, ça devient exceptionnel. Euh, et pareil, des écarts types entre quelques mois et 34 ans. Le nombre d'enfants, c'est important parce que aussi, bah forcément, il y a, comme on dit, quand on rentre à la maison, il y a le deuxième métier ou le premier métier qui reprend le soir, peut-être, je ne sais pas, ou le matin quand on bosse de nuit. Et des écarts qui vont de pas d'enfants à 4, et en moyenne, ça faisait un enfant par personne. Donc globalement, sur les 97 personnes qui ont répondu, il y en avait la moitié qui avaient des enfants et la moitié qui n'en avaient pas. La moitié qui étaient des infirmières DE, la moitié qui étaient des infirmières puéricultrices, une majorité qui travaillait à 100%. Je pense que le temps de travail, c'est vraiment important. Avec ensuite une partie moins importante, un tiers, qui travaille à 80%, et puis une petite partie, comme vous le voyez, qui travaille à mi-temps. D'autres paramètres, bah, voilà, il y a des exceptions dans la salle, mais sinon, ce sont essentiellement des femmes qui sont plutôt titulaires en grande majorité, voilà. Donc ça, enfin, je me permets de dire que c'est bien. Qui vivent en couple pour la majorité, qu'elles soient pacsées ou mariées, qui prennent heureusement très peu de traitements anti-stress. Néanmoins, quand même s'il est faible, c'est important quand même de relever qu'il y avait quand même au moins 10% de ces personnes qui prennent actuellement un traitement anti-stress, actuellement. Et puis, sans savoir précisément là s'il s'agit des mêmes personnes, mais en tout cas, on peut dire qu'il y a bien des antécédents d'arrêt de travail en lien avec le stress qui sont identifiés et on souhaitait avoir ces données-là pour pouvoir étudier l'acceptabilité et la faisabilité d'un programme après. Et donc, ça représente quand même 11% de ces personnes. Alors, ce qu'on peut dire dans les stats, sans aller trop loin, c'est que globalement, même si l'effectif, il n'est pas très important, on peut quand même dire que globalement, la fiabilité de ce qu'on a pu étudier, elle est correcte, qu'on a pu également établir des scores normés, établissant en fait des niveaux, à savoir bas, intermédiaire et haut, à la fois de satisfaction et aussi de fatigue de compassion. C'est à ce titre qu'on peut parler de prévalence, entre guillemets, parce qu'on n'a pas, on le verra dans les limites, mais on n'a pas fait, peut-être on pourrait parler de biais de sélection, mais on verra dans les limites, ça marche, super. La satisfaction de compassion, elle est globalement élevée à modérée dans tous les centres, donc ça c'est très bien. Néanmoins, avec une hétérogénéité selon les centres, et ça on l'étudiera par la suite. Quand on compare les groupes, globalement, vous notez bien qu'il y a une différence significative selon qu'on suit ou pas un traitement contre le stress, en fonction des centres, selon qu'on a une intervention à propos de la qualité de vie, et bien sûr selon qu'on a eu un arrêt de travail ou pas. Ce qui est important aussi, c'est que la résilience, elle n'échappe pas à la règle, à savoir qu'il y a une différence significative selon qu'on suit ou pas un traitement contre le stress. En termes de corrélation, elle est bien sûr négative entre la satisfaction et la fatigue de compassion. Elle est plutôt positive, et ça doit interroger aussi entre la fatigue de compassion et l'âge, à savoir plus on augmente dans l'âge et plus on est à risque dans cet échantillon de fatigue de compassion, qu'il y a une corrélation positive entre le fait d'être satisfait et d'avoir des capacités de résilience, et également, plus on est résilient et moins on développe une fatigue de compassion. Ça, on peut passer là-dessus. Et ça également, parce que globalement, on l'a dit. Je reviens un peu sur l'hypnose parce qu'on ne s'est pas trop étendu. Donc, juste sur le choix, c'était à la base le choix de vouloir étudier cette intervention. Et l'objectif de cette première partie quantitative, on va dire, par questionnaire, c'était vraiment de s'appuyer sur des données sociodémographiques confortées par des scores spécifiques pour évaluer l'acceptabilité et la faisabilité de cette intervention en hypnose dans un premier temps.
ce qui a priori est le cas, puisque quand on pose la question, eh bien, on se rend compte que pour la grande majorité, ils répondent par plutôt oui, voire oui, tout à fait. Et on le voit à la fois à droite sur le camembert et puis à gauche, à savoir, ils n'en veulent pas. Et ça, c'est important. Il ne faut pas forcer les gens à faire des interventions qui ne leur correspondent pas. Et sur la droite, on retrouve bien les niveaux les plus importants enfin, comment dire, d'acceptabilité de l'intervention. Et ce qui est plutôt intéressant aussi, c'est qu'on voit se manifester à ce moment-là des personnes qui présentent des signes de fatigue de compassion. En termes de limites, discussion, ce qu'on peut dire, c'est que au vu de l'effectif qu'on a là, on pourrait dire que la résilience, effectivement, elle pourrait être un facteur protecteur de l'usure compassionnelle à développer, à étudier, qui a vraiment un intérêt à développer l'hypnose. C'est là que je vous disais tout à l'heure, on pourrait parler de biais de sélection, mais encore une fois, il faut remettre cet échantillon dans son contexte. J'espère qu'on pourra avoir... Enfin, on va dire, les questionnaires sont toujours en cours, donc en soi, s'il y a d'autres personnes qui répondent, l'échantillon sera plus important. Néanmoins, on n'a pas fait de tirage au sort spécifique à partir d'une population cible, etc. Donc, on peut questionner la puissance statistique. On peut questionner aussi ce qu'on pourrait peut-être qualifier de faible taux de répondants, puisque ça correspond globalement à l'estimation à 30% à peu près de la population totale des 6 centres, sans qu'on ait pu l'identifier à ce jour, mais ça va être fait. Et donc, quid de cette population totale? Quid de la représentativité de l'échantillon? Néanmoins, ce qui est intéressant, c'est toujours, comme vous le savez, c'est à la fois les résultats qu'on a eus et les gens qui ne se sont pas exprimés. Encore une fois, il ne faut pas forcer les gens à répondre, mais c'est important de s'intéresser à ces personnes qui n'ont pas participé. Peut-être qu'elles n'étaient pas là, peut-être que justement, elles étaient bien occupées à travailler ou à s'occuper de leurs proches, que sais-je, ou peut-être que aussi, elle pourrait être, ça c'est une hypothèse, particulièrement concernée par le sujet et justement peut-être ne pas répondre à ça. Et ça c'est dommage parce que ça veut dire que peut-être les personnes qui auraient le plus besoin, pas forcément de l'hypnose, mais qu'on s'intéresse à leur santé, se manifestent pas et du coup, une fois de plus, c'est elles qui en souffriront le plus. Donc ça nous alerte vraiment. Donc en gros, comment vont les gens qui répondent pas? On va poursuivre l'exploration de l'hétérogénéité de la fatigue de compassion selon les centres, c'est important, et surtout démarrer dans les jours qui viennent l'étude qualitative par entretien semi-dirigé. Et là, on s'appuie aussi sur les recos du Green qui dit bien il faut absolument identifier les situations à risque. Alors, pas seulement de burn-out et de stress post-traumatique, mais aussi de cette fatigue de compassion. Parce que, comme j'ai pu l'entendre, j'ai vraiment été à la fois, comment dire, impressionné aussi par vos présentations et même ému à certains moments. C'est intense. Et quand on voit l'énergie que vous mettez simplement là à présenter des choses, on imagine au quotidien dans les services. Donc, vraiment important d'avoir ces données qualitatives pour avoir toutes ces données du vécu et les éléments à la fois du collectif, de l'organisation. L'idée du protocole qu'on va proposer, elle dépendra aussi beaucoup des données qualitatives qu'on va obtenir en s'appuyant sur un modèle scientifique que les NPIs modèles. Depuis quelque temps, il y a une société savante qui s'appelle donc c'est la société savante qui étudie les interventions non médicamenteuses, qui concerne également l'hypnose. Mais l'hypnose en tant que telle n'est pas une intervention médicamenteuse, c'est surtout le protocole qu'on souhaite étudier. Ce qu'on souhaiterait, encore une fois, c'est provoquer une intervention individuelle et l'amener dans l'organisation. Et ça doit se faire aussi avec la coopération, on va dire, des responsables du service et plus loin, plus haut de l'établissement, pouvoir proposer, et une idée actuelle, c'est de proposer une étude monocentrique avec un groupe intervention, un groupe contrôle, et d'évaluer à la fois, on va dire, par des échelles et je ne sais pas si vous connaissez, enfin, vous connaissez l'ANI, l'Analgesian Nociception Index, je sais que c'est utilisé en réa néonate et aussi chez l'adulte. Donc, c'est le monitorage en fait, du tonus parasympathique qui évalue également le confort. Et par ces deux méthodes, on pourrait évaluer le niveau de confort d'une personne qui souhaite bénéficier d'un programme d'hypnose. Et ce qu'on souhaiterait, encore une fois, si c'est faisable dans les centres où on pourra le faire, c'est le faire avec de la réalité virtuelle. Il y a d'autres options si possible, mais avec de la réalité virtuelle sur des temps de travail où justement des professionnels pourront se restaurer et être de plus en plus disponibles. J'en ai terminé. Donc, ça n'est qu'une étude pilote, des résultats intermédiaires, il faut absolument tenir compte des limites. Il y a une majorité de satisfaction de compassion, néanmoins, il faut tenir compte de cette problématique de la fatigue de compassion.
l'approche qualitative, elle sera vraiment importante pour avoir une vue globale, et puis surtout en s'intéressant à la dimension organisationnelle et d'équipe. Donc oui, c'est complètement faisable et acceptable de proposer une intervention en hypnose en précisant le protocole dans les semaines à venir. Et puis, encore une fois, l'empathie, ça n'est que la première étape vers la compassion. Et attention, entre l'empathie et la détresse empathique, il n'y a qu'un pas. Et je vous remercie beaucoup. Donc, soutien aux soignants. Premièrement, on a vu l'hypnose et la qualité de vie au travail. Donc, la personne qui présentateur s'interrogeait sur l'attitude de compassion. On lui a suggéré d'aller voir la réa néonate. Et voilà, je suis là. Donc, la fatigue de compassion, on a vu que c'était ce qui l'intéressait. Et l'empathie serait le premier pas vers la compassion. Donc, j'ai mis l'horizon en compassion. L'empathie comme premier pas et puis le burn-out comme soleil qui crame tout. La population de l'étude, donc majorité, c'est des femmes en couple qui ne prennent pas de traitement anti-stress. Pas encore, parce qu'il y a quand même une corrélation entre l'âge et la fatigue de compassion. Et comment, cette interrogation qui reste, comment vont les gens qui ne répondent pas à l'étude? Ça va? Là, 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 là. Est-ce qu'ils sont trop occupés? Est-ce qu'il faut se préoccuper de leur santé? Est-ce qu'ils n'auraient pas besoin de se faire hypnotiser par des super lunettes de réalité virtuelle? Je propose cette application Pendule, que vous ne voyez pas, que vous voyez maintenant. Dormez, je le veux. Voilà. Ça, c'était pour l'hypnose. Merci.